Bonjour à vous tous et toutes, chers amis de Mission Béchat Sept Chemins. Dans cette émission, on vous repropose la conférence qui a été donnée par l'abbé Martin Lagacé, qu'on appelle pour une réconciliation de la mémoire. Cette conférence a été donnée le 20 mars 2022 à Saint-Michel de Béchas. Souvent au Québec, on fait une relecture simpliste et même caricaturale qui met en opposition ce qu'on appelle la période de la Grande Noirceur, souvent présentée comme une période d'oppression à saveur catholique, avec la Révolution tranquille qui aurait enfin libéré le pays du joug de la religion et aurait propulsé le Québec dans la modernité en créant une société presque parfaite. L'abbé Martin va essayer de nuancer cette vision des choses et d'apporter une autre lecture de notre histoire en tant que nation. On écoutera d'abord l'abbé Thomas Malenfant introduire le sujet et ensuite l'abbé Martin le développer. Alors sans plus tarder, je vous laisse à cet entretien et je vous souhaite une bonne écoute. Alors, bienvenue à cette conférence, à cette rencontre. Quelques mots de bienvenue pour l'abbé Martin Lagacé. Merci beaucoup d'être là. Merci à Martin qui nous rejoint. Alors, quelques mots sur Martin. Il est prêtre de la communauté de l'Emmanuel depuis 1994. Il est au service de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin depuis 2007 comme vicaire à Québec, à Sainte-Foy. Je ne sais pas si vous placez où ce que c'est. Et il a terminé en 2012 une maîtrise sur Saint-Denis-Garneau. C'est un indice. Quand on fait une maîtrise dans quelque chose, puis c'était pas une maîtrise obligée, là, il était déjà prêtre. Nous autres, on fait des études obligées, mais c'était une maîtrise qu'il a fait à cause de cet intérêt, de cet appel que le Seigneur lui fait de s'arrêter sur notre histoire, d'apprendre à découvrir qui on est à travers cette histoire. Cette conférence sur la guérison de la mémoire, elle arrive à un très bon moment dans notre histoire de nos paroisses de Bellechasse Sept Chemins. C'est providentiel qu'on entre dans cette réflexion-là pour au moins deux raisons. La première raison, c'est qu'on se rend compte de plus en plus qu'on doit, comme chrétiens, devenir de plus en plus des chrétiens dont la foi est en croissance, dont la foi est en croissance vers une foi qui est de plus en plus adulte, assumée. Et ça passe nécessairement par, dans chacune de nos vies personnelles, mais aussi dans la vie de nos communautés, de notre peuple, ça passe par une redécouverte de cette histoire sainte que le Seigneur a faite avec nous, de ce passage de Dieu dans l'histoire, parce que notre foi à nous, elle est en Jésus-Christ, Dieu qui entre dans l'histoire. Cette croissance-là, elle est possible si on dépasse l'infantilisation, si on dépasse aussi l'espèce de réaction adolescente, si on entre dans cet âge adulte de la foi qui sait ce qu'il a reçu et qui sait ce qu'il est appelé à en faire. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect aussi, c'est parce qu'on voit que de plus en plus dans nos communautés chrétiennes, on est appelé à entrer en dialogue avec le monde. On est en train d'apprendre, imaginez-vous, comme Église, puis ça c'est une affaire de fou, à être chrétien dans le monde. À être chrétien dans le monde avec du monde qui sont pas chrétiens. Et à vivre comme ça, cette mission-là, à sortir d'un chrétien comme d'un christianisme par osmose, où ça se diffuse, où ça fait partie, puis de devenir chrétien parmi d'autres. Alors ça implique nécessairement ce rapport-là à l'histoire, de voir ce qu'on a de commun. Comment on peut dialoguer avec le monde aujourd'hui. Puis dialoguer pour vrai, là, pas leur expliquer la vie, parce que ça, c'est pas dialoguer, mais pas aussi dire la même affaire que le monde. Parce qu'il y a du monde qui disent que dialoguer avec le monde, c'est dire la même affaire que le monde. Non, comme chrétien, on est appelé à dialoguer, c'est-à-dire à écouter, à répondre, à poser des questions, à écouter les questions. Et l'histoire, notre histoire commune, c'est un terrain extraordinaire pour ce dialogue-là. Parce que cette histoire-là, on la partage avec tous nos concitoyens. Ces racines-là, peu importe notre rapport à cette histoire-là, elles sont partagées. Elles sont un lieu de dialogue. Alors, pour toutes ces raisons, c'est vraiment une providence du Seigneur, c'est vraiment une grâce que de recevoir Martin pour nous aider à amorcer cette réflexion-là. C'est le début d'une réflexion. Alors, sans plus tarder, je
Je vous demande d'accueillir Martin, qui va nous présenter sa réflexion sur la guérison de la mémoire. Merci Thomas. Alors, je suis heureux d'être ici. Vous savez, dans notre presbytère à Saint-Thomas, il y a une devise qui est écrite sur le plancher. C'est écrit, je ne sais pas s'il y en a qui sont forts en latin, « Intra bonus exi melior ». Je pensais que vous êtes... Entre bon sort meilleur. Et je me dis, c'est ça pour moi, quand je viens à Saint-Michel de Bellechasse, ça me fait du bien. Je ne sais pas si je suis meilleur, mais en tout cas, parce que c'est un lieu de toute beauté qui nous ouvre le cœur. Puis, je suis très heureux d'être dans ce temple magnifique. La guérison de la mémoire. Comment ça m'est venu, cette idée-là? Ça vient en fait, d'une expérience personnelle qui a été le déclencheur de mon retour à la foi. Moi, j'ai grandi dans une famille québécoise. Je suis né en 61, en pleine révolution tranquille, etc. Donc, je suis allé à l'église comme tout le monde. Mon père a été organiste d'église toute sa vie. Et puis, comme bien des jeunes, avec l'adolescence, j'ai commencé à prendre des distances avec la foi. Je viens d'une famille qui quand même a été bouleversée. Mes parents ont divorcé. Il y a eu beaucoup de blessures familiales. Je me suis retrouvé à l'âge de 24 ans, un gars, au fond, en panne, quoi. C'est-à-dire que rien ne marchait dans ma vie. Ni les expériences sentimentales, ni les expériences professionnelles, intellectuelles. Voilà. Je me rendais compte qu'en fait, j'étais chargé de mon passé qui me faisait tourner en rond. Je me heurtais toujours au même problème que je pensais qu'il était devant moi, mais le problème, c'était moi. Mais j'ai fait une retraite de guérison intérieure. Et dans cette retraite, j'ai simplement fait l'expérience qu'on peut guérir de nos blessures. Ça a été le début. J'ai eu l'impression que mon âme était comme déchirée, comme un vêtement déchiré, puis le bon Dieu a mis un zipper. Il a commencé à réunir ça. Et ça m'a donné une immense espérance, en fait, parce que je pouvais sortir de cette Égypte, de l'esclavage de mon petit moi blessé, et commencer une traversée, commencer une vraie existence, commencer une ligne droite, une délivrance. Et j'ai pensé simplement, au fil des années de mon cheminement spirituel, que cette expérience pouvait se vivre à l'échelle collective, à l'échelle d'un peuple, d'une nation. Il y a un verset de la Bible qui dit, c'est le Dieu qui dit ça dans le prophète Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, je vous ramènerai sur votre terre. » C'est Dieu qui parle au peuple d'Israël qui a été déraciné par l'exil, qui a tout perdu, la terre sainte, le temple, la dynastie davidique, qui était à zéro. Il dit, je vais vous donner un cœur nouveau, je vais guérir votre mémoire et je vais vous donner un avenir, une espérance. Alors, j'ai pensé que c'était quelque chose qui pourrait être une parole d'espérance pour notre peuple. Mais parler de guérison de la mémoire pour le Québec, ça veut dire qu'il y a des blessures. Peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. En tout cas, alors mon topo, ça va être en 3 parties. La première, ça va être comme une lecture très panoramique, très rapide de notre histoire pour essayer de voir ce qui, selon moi, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, sont les grosses fractures dans notre histoire. Ensuite, on va voir comment, au Québec, notre rapport au passé a été marqué par une certaine lecture. On regarde notre passé avec certaines lunettes. Vous savez, on parle de grande noirceur, et je pense que la noirceur est surtout dans les lunettes plus que dans ce qu'on regarde. On va essayer de voir pourquoi on est tombé dans cette lecture très négative de notre passé, et particulièrement en ce qui concerne l'Église. Puis dans la 3e partie, je vais essayer de parler de comment est-ce qu'une mémoire malheureuse, qui est un peu celle des Québécois, en tout cas d'avant la Révolution tranquille, peut devenir une mémoire heureuse. Et puis là, on va aboutir sur le projet de villégiature tradition. On va arriver dans le concret, on va atterrir ici à Saint-Michel de Bellechasse. Donc, première partie, quelles sont les grandes fractures de notre histoire? C'est évident que la première, c'est la conquête britannique. C'est-à-dire qu'on est un peuple tout petit, on est 70 000 habitants, on oublie ça. Ça, c'est la population de Drummondville, sur une étendue incroyable. Je sais pas quand les Français ont pensé qu'ils allaient peupler, c'est assez pas très réel. En tout cas, les Français sont très, très intellectuels, pas toujours très... En tout cas, bref, on est 70 000
Et ce qui est arrivé, selon ça, c'est une thèse personnelle, historique, je pense que ce qui a été la plus grosse blessure, c'est pas qu'on a été séparés de la mère patrie, c'est pas qu'on est tombé sous une domination anglo-protestante, mais c'est en fait que l'aristocratie est partie. C'est-à-dire qu'on est un peuple, il y avait une centaine de familles aristocratiques au Québec, les seigneurs. Tout ça est retourné en France parce qu'ils ne voulaient pas vivre sous la couronne britannique. Or, dans l'Ancien Régime, l'aristocratie, c'est l'âme d'une société. C'est son énergie organisatrice, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui les leaders, à tous les niveaux, du niveau religieux jusqu'à l'administratif, militaire, culturel, éducatif, sanitaire, tout ce que vous voulez. C'est l'aristocratie qui... Alors, vous enlevez ça d'un peuple, en fait, il y a un historien qui a dit on a été amputé. Moi, je suis pas d'accord, je crois qu'on a été décapité. On est un petit peuple, on est resté comme marqué, je pense, et je suis pas sûr qu'on est guéri de cette blessure, en fait. Ça va pas s'améliorer parce qu'avec les patriotes, il va y avoir un autre gang de leaders qui vont être dégagés en pénitence, etc. Donc, ça, c'est très important, à mon avis, de comprendre ça, parce que qu'est-ce qui va arriver avec cette décapitation? C'est que, il faut remplacer. Alors, quand papa et maman s'en vont, normalement, c'est parrains et marraines qui prennent la relève. Et c'est l'Église qui va faire ça, je pense. C'est-à-dire que elle va prendre en charge ce petit peuple qui a plus de leader, et c'est comme l'Église qui va devenir sa tête. Ça, c'est ma thèse historique. Mais je pense que beaucoup d'historiens, surtout après la crise des patriotes, donc au milieu du 19e siècle. Alors ça a deux conséquences, à mon avis, très concrètes. La première, c'est que l'Église, c'est elle qui va en fait réaliser notre salut, c'est-à-dire on va survivre dans notre identité française et catholique grâce à ce travail qui s'est fait de génération en génération de on va en parler des institutions catholiques, mais l'autre aspect très important, c'est que ça va donner à l'Église une place, en fait, qu'elle ne devrait pas avoir. Trop de place, trop d'autorité, trop de pouvoir. Et on arrive à la deuxième grande fracture, à mon avis, c'est la Révolution tranquille. C'est-à-dire que c'est un peuple qui fait sa crise d'adolescence, qui est comme tanné d'être sous la tutelle du parrain et de la marraine, qui commence à être étouffant. Puis dans une société occidentale qui est en bouleversement partout dans les années 60, eh bien, il y a une mise à jour qui doit se faire. C'était normal. Puis d'ailleurs, un adolescent, c'est normal qu'il se choque contre ses parents, puis qu'ils disent non, puis qu'ils envoient balader. Ça fait partie de sa croissance. Donc, ce peuple devait sortir de cette tutelle religieuse qui était réelle. Donc, l'Église, oui, a fait sa job de salut, de parrain et de marraine, mais elle l'a fait avec l'inconvénient majeur, c'est qu'à un moment donné, elle est devenue trop pesante sur les consciences, sur la société. On a rêvé d'une chrétienté, ce qui est, à mon avis, un désastre, c'est-à-dire une société totalement chrétienne, puis enfin, le royaume de Dieu sur terre. Ça peut pas marcher, ça. C'est un vieux rêve médiéval. Donc, voilà, on arrive à la Révolution tranquille, donc, puis là, il va se produire, vous le savez, une modernisation fantastique au Québec. Il va y arriver. Le statut des femmes va complètement changer, ils vont accéder à l'éducation, la vie professionnelle, tout va exploser, puis c'est fantastique, ça nous a une nouvelle élite commerciale, industrielle, les Québécois vont se prendre en main économiquement, enfin, après 2 siècles de domination britannique, on prend Lionel Groulx demandait ça, qu'on soit les auteurs de notre prospérité économique, des artistes, des industriels, des intellectuels, waouh, extraordinaire. Mais, comme toute modernisation d'une société, ça s'est fait aussi au détriment, avec une espèce de dépouillement moral et spirituel. C'est-à-dire que on est une société qui a fait un volte-face très violent, qui s'est tournée complètement contre ses origines et ses racines chrétiennes. Et ça, c'est assez unique dans le monde occidental, parce que en France, il y a eu la Révolution française qui a vraiment décapité le roi, puis qui a mis la religion à la porte. Et ça fait 2 siècles que l'Église française vit dans ce climat d'affrontement avec le... Mais au Québec, on a vécu comme dans une espèce de Moyen-Âge jusqu'à les années 60, où le rapport entre l'État et l'Église est extrêmement serré et extrêmement ambigu. Et là, paf, du jour au lendemain, tout ça s'est fait très, très rapidement. Alors,
qu'est-ce qui arrive? Ben, on est une société, quand on se regarde dans le miroir, en fait, au bout du compte, moi je dis, on a construit des gratte-ciels sur du sable. Parce qu'on est une société qui s'est beaucoup, je pense, appauvrie au plan humain. Et moi, je prends le thermomètre pour mesurer la santé d'une société par la famille. La famille québécoise, qui était la grande force de notre société traditionnelle, eh bien, aujourd'hui, elle est dans un état alarmant, disons. Alors, prenons le pouls quand un médecin nous examine, commence par prendre le pouls. Prenons le pouls démographique de notre société. On est passé d'une des démographies les plus fortes en Occident à une des plus faibles. Ça veut dire que notre société n'arrête pas de vieillir. Elle se renouvelle pas. On s'est installé dans 1,7 enfants par femme capables de procréer, puis on est à l'aise là-dedans. Mais le problème, c'est qu'on creuse notre tombe démographique. Et que si ça continue comme ça, probablement qu'au milieu du 21e siècle, on va même décroître. Non seulement on va vieillir, mais on va décroître malgré l'immigration. Donc ça, c'est un point de vue quantitatif. Mais le plus grave, c'est au point de vue qualitatif. L'état de la famille. Vous savez, j'ai lu un jour une statistique qui disait que 4 enfants sur 5 au Québec ne connaîtront pas un papa et une maman unis jusqu'à l'âge de 18 ans. Ça veut dire que 4 familles sur 5 sont monoparentales ou divorcées, recomposées. Je ne veux pas juger les personnes là-dessus. Hein. Moi, j'ai vu ce que c'est un divorce chez mes parents, etc. Je ne veux pas juger les personnes, mais de dire que du point de vue humain, c'est quand même une fragilisation et un appauvrissement grave. Et on le voit dans les classes, ceux qui font l'éducation, ils voient comment il y a une fragilisation de l'être humain. Donc, on est dans cette société, encore une fois, de gratte-ciel sur le sable. Oui, des réalisations magnifiques, une modernisation puissante, mais en même temps, parce que, je pense, on s'est coupé de nos racines, de nos repères, eh bien, il y a un appauvrissement humain très profond qui s'est fait. Alors, cette révolution tranquille aussi, c'était une bonne chose au départ. C'est-à-dire qu'il fallait renégocier le rapport entre la société et l'État. On est d'accord avec ça. Et puis, ceux qui ont fait la Révolution tranquille, c'était pas des gens antichrétiens. C'était tous des gens qui avaient été formés, comme disait un célèbre historien, Denis Vaugeois, ils ont tous été formés sous Duplessis, ceux qui ont fait la Révolution tranquille. Tu sais, on crache sur Duplessis, mais il a formé une élite qui a propulsé le Québec dans la modernité. Alors, ça a bien commencé, puis l'Église, avec beaucoup d'humilité, il faut le reconnaître, a rétrocédé avec une incroyable docilité toutes ces institutions scolaires, sanitaires, tout est passé aux mains des laïcs, parce qu'on avait cette vision encore utopique de chrétienté que c'est les laïcs qui allaient continuer de christianiser. Mais comme on était dans un système hyper clérical, quand le clergé s'est retiré, ça s'est effondré, notre système. Parce que ça tenait à beaucoup de structures, et nos Québécois étaient mal formés, je pense, spirituellement, intérieurement. Et puis après arrivent toutes les idéologies modernistes qui vont transformer la Révolution tranquille, qui est une chose du passé maintenant, dans une grosse entreprise de déchristianisation systémique, pour prendre un mot à la mode, depuis la conscience individuelle jusqu'aux institutions. Tu sais, on a mis le crucifix dehors de l'Assemblée nationale. C'est très symbolique. Bon, on peut être pour ou contre, peu importe, mais ça montre bien où est-ce qu'on est rendu. C'est dehors Jésus-Christ. De la tête aux pieds, on n'en veut plus. Et c'est impressionnant. Et avec ça, cette idéologie est venue une espèce de colère. C'est Fernand Dumont qui dit ça, un grand sociologue, il dit j'étais dans une réunion d'intellectuels et puis je me rendais compte que tout ce qui venait du passé était méprisable chez ces gens-là. Puis il fallait se tourner maintenant vers l'avenir, tourner le dos à notre passé misérable et obscur. Donc, cette blessure de la mémoire, on peut la comprendre aussi, parce que, comme je disais tout à l'heure, l'Église, avec son emprise extraordinaire, il y a eu des abus de pouvoir, on les connaît, des scandales, toutes sortes de choses. Les femmes en particulier ont été blessées profondément par des contrôles sur la maternité, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui arrive quand une mémoire est blessée? Ça devient une mémoire sélective. C'est-à-dire que on le sait, ça, au plan humain, personnel, individuel. Quand ça fait mal, on voit que ça. Moi, je l'ai vu dans ma vie, je le vois dans ma propre famille, mes frères et sœurs par rapport à mes parents. Il y en a qui sont en colère toute leur vie. Et ils n'ont pas été capables de
prendre l'héritage de papa et maman, ça a été non. Tout est c'est le bébé avec l'eau du bain, tout a été comme, la coupure a été complète. Et moi, je me rends compte de la grâce que j'ai eue avec cette guérison intérieure, ces pardons qui sont venus, de pouvoir faire le tri entre ce qui était, oui, blessant, mais en même temps, toutes les richesses que j'ai reçues de mes parents, etc. Donc, une société qui a mal et qui regarde son passé à partir de cette douleur. Et ça fait que on se coupe de nous-mêmes. C'est ça qui est terrible, c'est que quand on se méprise ou quand on c'est trop douloureux, on n'est plus capable de regarder objectivement ce qui a été la réalité. Puis ensuite, il y a tout un mouvement idéologique qui va comme tordre notre regard sur le passé. C'est un journaliste français qui s'appelle Jean Sévilla, il appelle ça l'historiquement correct. C'est le pendant du politiquement correct. Pour justifier les idéologies aujourd'hui qui veulent nous déraciner à tous les niveaux, il faut le justifier par une lecture de l'histoire, une lecture qui se caractérise par l'anachronisme, c'est-à-dire que on lit le passé avec les valeurs d'aujourd'hui. Ben, c'est normal, on veut juger le passé, etc. Prenons l'exemple des curés qui poussaient à la procréation, etc. Je lisais 2 sociologues, Montminy et Lemieux, qui ont enseigné à l'Université Laval, qui disaient, mais attention, ils disaient, on est dans une société communautaire, une société centrée sur Dieu, où l'individu est au service du collectif. Et les curés sont les garants de cet ordre, d'une société en plus qui est assiégée. Il faut se rendre compte que notre peuple québécois a été assiégé par le monde anglo-protestant qui voulait nous assimiler ouvertement. C'est Lord Durham qui a dit ça. Il faut en faire des Anglais, ça va régler le problème. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un clergé qui est là, on dit la tête remplaçante, qui dit, ben, on va faire des enfants, puis on va occuper le sol, puis comme ça, on va sauver notre identité. Alors, c'est ça. Alors, on peut discuter aujourd'hui, dire que c'est une stratégie qui est discutable, mais dans l'ambiance de cette époque-là, on le comprend mieux. On peut le juger encore une fois d'après nos valeurs, mais il faut aussi le relativiser dans le contexte de l'époque. D'une société qui fonctionne pas du tout sur l'individualisme d'aujourd'hui, mais qui se voit comme une grande famille et le bien commun est au-delà de tout et ça implique toutes sortes de sacrifices comme la procréation. Puis d'ailleurs, avoir beaucoup d'enfants à la campagne, c'était pas une misère, c'était au contraire des bras, puis c'était une richesse. Donc, on n'est plus du tout habitué à cet univers dans lequel ont vécu nos ancêtres et on les juge avec une certaine arrogance, d'une certaine manière, parce qu'on pense que notre monde moderne, lui, il a vraiment tout compris, puis on est rendu merveilleux. Alors qu'on regarde, comme je disais tout à l'heure, notre société a quand même montre des signes de maladie profonde. C'est une lecture donc anachronique, c'est une lecture aussi souvent binaire, c'est-à-dire les bons et les méchants. Puis c'est ça, grande noirceur, révolution tranquille, tu sais, c'était épouvantable, puis maintenant c'est merveilleux. Mais tout le monde sait que la réalité, c'est plein de nuances. On peut pas juger l'histoire sans l'étudier à fond, puis comprendre dans le contexte qu'est-ce qui s'est passé. Quand on lit, par exemple, Benoît Lacroix, qui est un de vos concitoyens, si vous lisez son livre, La religion de mon père, ça, c'est vraiment un livre de guérison de la mémoire, parce qu'il raconte la vie traditionnelle, la vie de la campagne qu'il a vécue ici. Son père, c'est une figure fantastique. Il vivait au rythme de la nature et au rythme de la liturgie. Et ces 2 dimensions étaient vraiment bien intégrées. Et ce qui se dégage de ce récit, c'est quelque chose de serein, de beau, Il y avait aussi de la sévérité, il y avait des choses. Mais on sent quelque chose, oui, un Benoît Lacroix qui n'a pas été blessé par cette expérience-là. Au contraire, ça a été une expérience heureuse pour lui. Donc c'est là où on voit toutes les nuances de la réalité. Ensuite, c'est une lecture du passé qui est faite aussi par omission. C'est-à-dire qu'on voit seulement les côtés négatifs. Par exemple, on parle de colonialisme. Tu sais, le colonialisme, les Français, ils ont colonisé l'Indochine, l'Algérie, ils ont pillé, ils ont exploité. Ben oui, mais ils ont aussi développé l'économie. Quand les Français sont sortis d'Algérie, toutes les écoles, c'était les Français qui les avaient construites, c'était rempli d'Algériens qui ont formé les élites algériennes, qui ont mis les Français dehors. Tu sais. Donc, tout ça, c'est pour dire que c'est toujours mélangé parce que c'est humain. Fait que quand on dit les bons, les méchants, c'est noir et blanc, il se produit une réduction et puis on se coupe de la richesse du passé. Puis un autre
élément dans cette lecture qui est derrière toujours, c'est le mythe du progrès. C'est-à-dire que l'avenir est forcément meilleur, puis le passé était forcément nul. Et plus on va se détacher du passé, plus on va aller vers le meilleur. Et vous regardez, je prends l'exemple de la langue française. Regardez la langue française. On ne parle plus la langue de Molière, en fait. On dit la langue de Molière, mais on ne parle plus du tout comme Molière. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 siècles? Ben, il y a des mots qui ont disparu, puis il y en a d'autres qui se sont intégrés. Mais c'est la même langue française, vous voyez? C'est ça l'histoire humaine aussi. L'histoire humaine, c'est une grande tradition. Et dans cette tradition, il y a des choses qui sont obsolètes, dont on doit se dépouiller pour continuer de progresser. Puis il y a des éléments nouveaux qui sont... Mais c'est pas, on n'invente pas une nouvelle langue à chaque génération. Et pourtant, on le fait culturellement, on le fait spirituellement. On veut se réinventer à partir de rien. On n'a pas besoin du passé, parce que le passé est méprisable, il est coupable. Ça, c'est très fort aujourd'hui avec l'idéologie woke. C'est vraiment, oui, il y a besoin d'un examen de conscience, oui, il y a eu des abus, puis oui, il y a des pardons à demander. Mais encore une fois, c'est fait sans nuance et c'est fait pour nous déraciner, pour être ensuite beaucoup plus manipulables, pour nous emmener là où eux, ils veulent nous emmener. Vous voyez? Donc, le mythe du progrès. Aussi, la culpabilisation. Ça, c'est une chose incroyable. On a tellement reproché à l'Église catholique d'avoir abusé de ça. Et aujourd'hui, c'est le même outil qu'on utilise. Et ce qui est incroyable, c'est que tout le monde dit Amen à ça. On culpabilise le passé, tout le monde se frappe la poitrine, tout le monde demande pardon. Mais c'est pas juste, c'est pas vrai, j'ai pas à demander pardon en plus pour des choses que moi j'ai pas faites. Parce que tu es blanc, t'es un gros méchant. Parce que t'es noir, t'es une victime. Ben non, c'est tes grands-parents qui étaient victimes, puis c'est mes grands-parents peut-être qui ont été exploiteurs. Je suis pas coupable. Je n'hérite pas de la culpabilité ou de la victimisation. C'est faux. Alors, c'est tous ces processus-là qui font que notre lecture, notre rapport au passé est tout tordu. Il faut revenir vers une vision réaliste, c'est-à-dire qui intègre toute la réalité. Alors, j'en arrive justement au passage de la mémoire malheureuse ou douloureuse à la mémoire heureuse. Première chose que je voudrais dire, c'est que je pense que le Québec, vous savez, toutes les sociétés ont un peu leur mythe fondateur. La France, c'est la Révolution tranquille, la prise de la Bastille. Les Américains, c'est boum boum, on amène les Anglais dehors, coup de fusil, etc. Et puis ça rassemble les gens autour. Puis on se dit, mais nous, les Québécois, on a ça un mythe fondateur. Il y en a qui voudraient que ce soit les patriotes, mais les patriotes, c'est une défaite. Puis c'est pas du tout un mouvement populaire, moi je suis pas d'accord, c'est une gang de gens d'une certaine idéologie. Puis l'Église n'a jamais embarqué dans ce projet-là parce qu'elle savait que ça allait être un désastre. Puis en plus, ça procédait d'une idéologie qui était antichrétienne. Donc, c'est quoi notre récit fondateur? Ben moi, j'ai eu le déclic. Un jour, j'étais dans l'Ouest canadien, puis je parlais avec une dame qui me dit hey, ma mère est venue au Québec dans les années 80, puis elle est arrivée à Québec, puis tout était en français. Puis elle dit, I thought we had won the war. Et là, j'ai compris le truc. I thought we had won. Elle pensait qu'on avait gagné la guerre, nous, les Anglais. Mais non, on est toujours là, puis on parle français. On a perdu la bataille des plaines d'Abraham, mais la guerre de notre identité, de notre existence, on l'a remportée. On existe. Et il y a un sociologue américain qui est passé aux États-Unis au début du 20e siècle, qui est allé étudier les minorités allemandes. En une génération, puis les Allemands, c'était la plus grosse minorité ethnique aux États-Unis au début du 20e siècle. En une génération, ils ont tous switché à l'anglais. Puis il est venu au Québec, on était une petite gang, on était 70 000 quand on s'est fait. Ils sont toujours là à parler français, puis aller dans leurs églises. Ils étaient stupéfaits de ce petit village comme Astérix, là, qui continue d'être fidèle à lui-même. Et ça, c'est vraiment notre récit national. C'est le miracle de notre survivance. Ou le miracle, en tout cas, il y a des causes à ça. Mais il y a de quoi être fier, moi, je trouve. Dans notre petitesse, dans notre faiblesse, on est là, on existe. Deuxième chose, c'est de regarder, puis après ça, on parlera de villégiature tradition, les figures unifiantes. Ce que j'appelle les figures unifiantes, c'est
les personnalités dans notre histoire qui ont bien intégré notre identité française et catholique et qui l'ont vécu d'une manière sereine et féconde. Il y en a plein dont j'ai déjà beaucoup parlé, je vais aller vite, là. Il y a un bonhomme qu'on connaît pas beaucoup parce qu'on connaît évidemment Cartier, Champlain, Frontenac, toute cette gang-là, ou bien Mont-Saint de Laval. Mais il y a un gars qui s'appelle Pierre Boucher, qui a fondé Boucherville. Cet homme-là, il est venu avec les Jésuites au début de la colonie. Il a passé 5 ans à apprendre les langues des Autochtones. Ensuite, il s'est marié avec une Autochtone. Il voulait fonder une famille mixte parce qu'il rêvait d'une espèce d'utopie chrétienne où les ethnies seraient... Malheureusement, elle est morte de manière précoce. Il s'est marié avec une Française. Et puis, il s'est retrouvé à un moment donné gouverneur de Trois-Rivières. C'est à l'époque où les Iroquois ont failli renvoyer les Européens en Europe, tellement ils ont terrorisé la Nouvelle-France. Et il est à Trois-Rivières, il est avec 50 hommes âgés, parce que tous les jeunes hommes ont été massacrés avant dans une expédition imprudente contre laquelle ils s'étaient objectés. Et il y a 600 Iroquois, et ça, je ne sais pas pourquoi ça a été oublié, dans le sens, c'est les Thermopyles québécois. 600 Iroquois qui les ont assiégés pendant une semaine. Ils étaient à bout de nerfs, ils sont demandés à négocier avec Pierre Boucher dans son fortin. Et il les a forcés à aller voir le gouverneur français pour négocier, redonner des prisonniers, et les Iroquois sont repartis. Ça a été comme un retournement parce qu'on était au bord du chaos, etc. Mais c'est pas tout. Pierre Boucher, ensuite, on va lui demander de faire un mémoire à Louis XIV sur la Nouvelle-France, pour comme vendre à Louis XIV la Nouvelle-France. Fait qu'il a écrit, les éditions du Septentrion ont réédité ça. Ça s'appelle « Histoire naturelle de la Nouvelle-France, de ses mœurs, de sa nature, etc. » Et c'est de toute beauté. Il décrit notre pays. Sa faune, sa flore, ses rivières, ses habitants, son climat, ses mœurs. Et c'est avec ce mémoire-là qu'il est allé rencontrer Louis XIV. Et Louis XIV a envoyé, à cause de ça, les filles du roi, le régiment Carignan, l'intendant Jean Talon qui a redonné un boost à la Nouvelle-France. Bon, ça n'a pas duré assez longtemps, mais ça a été comme un ambassadeur. Ensuite, il a fondé la seigneurie, qui est Boucherville actuelle, qui a fait l'admiration de toute la Nouvelle-France. Parce que c'est un saint homme qui a créé un climat de travail, de relations humaines extraordinaires, puis il a bien travaillé son affaire. Aujourd'hui, Pierre Boucher est un des hommes, c'est comme un patriarche, il y a des descendants dans toute l'Amérique du Nord, parce qu'il y a eu 18 ou 20 enfants. Et puis, à sa mort, le curé a lu son testament en chair. Puis c'est devenu une tradition. Le 1er janvier, il lisait le testament de Pierre Boucher, tellement il était édifiant au plan chrétien. Ce testament, vous ne le trouverez pas dans les bibliothèques, parce que voilà, c'est de l'histoire qu'on veut oublier. Vous voyez, ça, c'est des gens qui sont des saints, en fait, qui pourraient être canonisés, qui ont fait notre histoire. Quand on les découvre, on est enthousiasmé. Et puis, plus proche de nous, je pourrais citer plein de gens, mais moi, un bonhomme, ou plutôt un couple que j'aime beaucoup, c'est Alphonse et Dorimène Desjardins. Voilà des gens pour la guérison de la mémoire. C'est des gens pleinement catholiques. Alphonse Desjardins, c'est un dévot du Sacré-Cœur. Sa femme, c'était une bonne paroissienne qui s'occupait des pauvres, qui était dévote, etc., qui était avec les femmes de Sainte-Anne, etc., dans tous ces circuits-là. Et voilà un Alphonse Desjardins qui étudie le coopératisme en Europe, etc. Il était bibliothécaire aux communes à Ottawa. Il n'a jamais travaillé pour le mouvement Desjardins, Alphonse Desjardins. Il n'a jamais été salarié du mouvement Desjardins. Il a toujours fait ça en plus de son travail. Et voilà qui met au point, un peu comme Panoramix, la potion magique, le coopératisme québécois. Mais pourquoi ça a marché? Parce que tout de suite, le clergé a compris que c'était une chance pour la société québécoise. On vivait soit dans le bas de laine, les habitants avaient le bas de laine, ou bien les riches avaient les banques, puis entre les deux, il y avait les usuriers. Et donc, aussi dans le dynamisme de Rerum Novarum, l'encyclique de Léon XIII sur la question sociale, qui disait « Il faut que les ouvriers accèdent à la propriété privée. C'est un droit naturel. » Alors, Alphonse Desjardins va faire entrer l'épargne dans les mœurs de notre peuple. Et il a reçu une légion il a été décoré par le pape.
Le cardinal Bégin a traversé le fleuve pour aller ouvrir un compte dans la première caisse Desjardins, qui était dans la maison. Vous pouvez la visiter aujourd'hui. Si vous allez à Lévis, la maison Desjardins, elle est là. Puis on sait où Dorimène faisait les comptes. Le cardinal est allé. Puis un jour, Alphonse et Dorimène étaient tellement découragés parce qu'il y avait un aspect juridique qui était très complexe pour mettre en place. Et là, le cardinal a dit, mettez-vous à genoux. Il dit, puis quand vous serez décidé à continuer, je vous donne ma bénédiction. Alors il s'est levé, il a été béni, puis mais ces gens-là, ils ont changé la face du Québec. Aujourd'hui, encore 2/3 des Québécois ont un compte en banque, comme vous et moi, j'imagine, chez Desjardins. Bon, ils ont un petit peu oublié de leur racine chrétienne, mais ça, c'est une fierté, c'est extraordinaire. Puis il y en a plein d'autres. Marie Gérin-Lajoie qui a fondé les Sœurs de la Consolation. Même aujourd'hui, à l'Université Laval, on reconnaît qu'elle a fondé le travail social au Québec. C'était la fille de Marie Gérin-Lajoie, la suffragette, celle qui a milité contre les évêques pour le droit de vote des femmes, sans complexe. Puis ils ont gagné leur point au milieu de la Deuxième Guerre mondiale. Les femmes ont accédé au droit de vote. Mais sa fille a fondé le travail social au Québec. Le syndicalisme, vous savez que la CSN, l'UPA, toutes ces affaires-là, c'était des syndicats catholiques. À cause, encore une fois, de Rerum Novarum, aussi en Gaspésie, toutes les coopératives de pêche pour empêcher les Américains puis les grosses compagnies qui dévoraient, en fait, c'est des institutions catholiques, c'est des prêtres, puis c'est des laïcs qui sont mis au travail, qui se sont regroupés, qui ont fait du coopératisme financier ou économique, social. Des gens comme Michel Chartrand, vous savez, qui était le tonitruant syndicalisme, était formé par l'Action catholique, ce gars-là. C'était tout un bonhomme, toute une liberté incroyable. Le père Lelièvre, vous savez qu'on a beaucoup opposé, on a beaucoup critiqué le catholicisme québécois comme étant janséniste. C'est probablement vrai. Mais on oublie qu'il y avait des apôtres de la miséricorde. Le père Lelièvre, c'était un amoureux du Sacré-Cœur. Et le Sacré-Cœur, c'est un message de miséricorde. Il prêchait sur Marie-Madeleine, il faisait pleurer les gens. Il a fait une évangélisation du monde ouvrier incroyable dans la basse ville de Québec. Il a fondé le Jésus ouvrier où il y avait des retraites d'hommes. Il allait dans les usines chercher les ouvriers. Il a fait des processions de 30, 40, 50 000 personnes sur la Grande Allée, un reposoir du Saint-Sacrement devant l'Assemblée nationale. Hey, on est loin de ça aujourd'hui. C'est incroyable. Le charisme de cet homme, eh bien, il prêchait un évangile de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est des lumières. Le père Legault. Vous connaissez le père Legault? Qu'est-ce qu'il a fondé? Il a fondé les Compagnons de Saint-Laurent, qui était une troupe de théâtre, qui était la première troupe de théâtre qui a été un peu professionnelle. Un gars comme Félix Leclerc est passé par les Compagnons de Saint-Laurent du père Legault. C'était un animateur au niveau culturel. Puis moi, un Jean-Paul Desbiens, vous connaissez les insolences du frère Untel, voilà un esprit libre qui a fait exploser le Québec avec ce livre, qui c'est un des plus grands best-sellers de l'histoire du Québec, qui était quand même un livre intellectuel. Les Québécois l'ont lu parce qu'il critiquait le clergé, il critiquait l'état de la langue française. Non, il s'est fait gentiment exilé pendant 3 ans à Rome, il a fait une thèse de doctorat, puis il est revenu, on l'a un petit peu mis en pénitence. Un homme libre dans la foi, puis il est resté fidèle, c'est un frère mariste, jusqu'à la mort, à sa vie religieuse. Il n'a pas senti besoin de se fâcher contre. Moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise, je disais, sur Hector de Saint-Denis-Garneau, qui est considéré comme le premier poète moderne québécois, un peu le Baudelaire québécois, très tourmenté. Mais c'est un catholique. Quand on lit son journal, sa correspondance, moi j'ai montré que sa vision de l'art était une vision profondément classique et même catholique. Je l'ai pas dit comme ça parce que c'était un cours de philosophie. Et voilà un homme qui voulait changer le Québec avec son groupe qui s'appelait La Relève, mais pas dans une optique de rupture ou de cassure, mais de progrès. Et puis, on connaît évidemment Lionel Groulx, qui était un grand nationaliste, un grand intellectuel, qui a relancé l'histoire après François-Xavier Garneau. Puis on connaît Monseigneur de Laval, Marie de l'Incarnation, Marguerite Bourgeois, qui a construit les premières écoles de Nouvelle-France, nos martyrs canadiens. Puis il y en a un autre bonhomme, je termine avec lui, j'aimerais le voir canoniser, c'est Jean Béliveau. Pour moi, petit enfant, Jean Béliveau, c'est un dieu.
Mais cet homme-là, il était là à la messe le dimanche, c'est ça, un chrétien, puis il était fidèle à sa femme, puis c'était un beau bonhomme, il aurait pu, profiter de son charme, etc. Moi, j'ai été stupéfait par ses funérailles. Je ne sais pas si vous avez vu ces funérailles à la télévision. Il y avait une onction de paix, quelque chose de vraiment spirituel. Et c'est comme s'il rassemblait le peuple, ce gars-là. Un joueur de hockey chrétien qui a vécu simplement sa vie honnête, fidèle à ses valeurs. Il a rassemblé le peuple québécois. Ben, on devrait le faire canoniser. Alors, tout ça pour dire qu'il y a de quoi être fier de notre histoire, même si on est conscient qu'elle a ses vicissitudes, puis que peut-être même ça nous a blessés nous-mêmes, puis qu'on a peut-être un chemin de guérison, de pardon. Moi, je le vois dans ma propre existence, comment il y a des choses qui continuent de me marquer négativement. Mais en restant le cœur ouvert, en restant reconnaissant pour tout ce qu'ont fait ceux qui sont venus avant nous. Alors, on arrive, puis je termine là-dessus, sur le projet de villégiature tradition, parce que la guérison de la mémoire, on peut faire des discours comme je fais aujourd'hui, puis on peut s'affronter avec des intellectuels qui diront qu'ils sont pas d'accord, puis que ça fait 50 ans dans les universités québécoises qu'on dit que la grande noirceur, tout ça, puis qu'on tape sur l'Église, etc. Donc, on pourrait discuter, mais en fait, ce qu'il faut, c'est reconstruire le pont qui a été brisé. Et comment faire? Eh bien, je me suis aperçu que beaucoup d'artistes ou d'intellectuels ou d'hommes politiques avaient des villégiatures, c'est-à-dire un beau chalet, une résidence secondaire à la campagne, puis l'été, ils faisaient venir leur chum, puis tout ça, puis ils allaient à la pêche, ils buvaient du whisky, faisaient un barbecue, mais qu'il se passe des choses très importantes, en fait, dans ces villégiatures. Parce qu'il y a toutes sortes de relations, puis souvent, peut-être des choses plus importantes que ce qui se passe dans les bureaux, dans les instances, etc. Mais moi, j'ai pas l'argent pour m'acheter un beau chalet, une villa. Et puis, l'autre affaire, c'est que puis le déclic est venu par François Goyette. C'est-à-dire, je suis venu tourner un vidéoclip avec mon groupe de prêtres, qui s'appelle Bande de prêtres. Si vous faites sur Google Bande de prêtres, vous verrez, on a fait des vidéos. Puis, la dernière qu'on a faite, on l'a filmé ici à Saint-Michel-de-Bellechasse. Puis François, il me dit, ben, pourriez-vous faire quelque chose pour revaloriser un peu la chapelle? Puis là, au fond, ça faisait longtemps que ça mûrissait. Cet été, je suis allé à Kamouraska. J'ai vu cette belle villégiature. Puis j'étais avec des amis, puis on lisait de l'histoire des lieux, on a fait des visites guidées, puis on s'imprégnait de cette histoire, de cette richesse, dans cette beauté. Puis c'est l'été, on a le cœur ouvert, on apprend plein de belles choses, on vit plein de belles choses. Je dis, mais pourquoi pas faire ça à Saint-Michel-de-Bellechasse? Une villégiature où on inviterait les gens à reprendre contact avec leur patrimoine, avec leur culture, sur le mode plaisant de l'été, de la beauté. Et puis, voilà, vous savez bien, quand on quitte l'autoroute 20 ici, puis qu'on arrive, puis que le paysage s'ouvre, ben, le cœur s'ouvre avec. Puis quand on entre dans la belle petite rue, avec les maisons, l'église, le site, le bord du fleuve, etc., il y a déjà une guérison qui se fait. Et puis votre village, pour moi, c'est comme une icône patrimoniale. C'est-à-dire que il est là, le patrimoine, on n'a pas besoin de le chercher, puis il est là dans toute sa beauté. C'est tout petit, c'est modeste, mais c'est très dense, c'est très... Voilà. Alors, comment reprendre contact avec notre histoire, avec l'architecture, le folklore, l'artisanat? François proposait de faire un cours sur les cloches, comment les gens communiquaient par les cloches dans l'ancien temps, etc., revisiter à la fois notre culte et notre culture. Et donc, j'en ai parlé à l'équipe de Thomas, puis à François Goyette, évidemment. Et l'idée, ce serait au fond de commencer, c'est un projet à long terme, de créer des événements qui vont attirer les gens pour qu'ils puissent à la fois goûter au culte et à la culture, selon les intérêts de chacun, soit les croyants, les pas croyants, mais qu'il y ait des événements qui attirent les gens ici dans ce beau cadre, et puis qu'ils puissent faire des visites, écouter des conférences, faire des balades, écouter un concert, danser une gigue, oui, regarder un film de Pierre Perrault sur le fleuve Saint-Laurent, etc. Et puis, petit à petit, se réimprégner. Et dans mon esprit, la cible privilégiée de cette opération à long terme, ce sont les jeunes générations. Parce que les gens de mon âge ou plus vieux, ben, ils sont fâchés ben raides, puis je pense pas qu'on va les changer. Mais tout le monde est bienvenu, évidemment. Mais je veux dire,
notre cible privilégiée, c'est les nouvelles générations. Parce que nous, à Saint-Thomas-d'Aquin, il y a beaucoup de jeunes qui sont revenus à la foi, là, ou qui sont revenus à la foi ailleurs, puis qui viennent chez nous se ressourcer. On a plein de jeunes couples qu'on a mariés depuis 5-10 ans, ils ont des enfants maintenant, et ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas grand-chose à transmettre, enfin. Eux-mêmes, non. Leur mémoire, soit elle est vide, ou soit elle est marquée justement par les idéologies qu'on connaît. Et ils ont envie de leur partager un patrimoine, un héritage. Moi, c'est ça qui est arrivé quand je me suis converti. Je me suis dit, j'ai 2000 ans d'héritage, puis même plus. Je suis parti en Europe, mon sac à dos, je vais aller à Rome, je vais aller à Jérusalem. Tout ça, c'est à moi. Mais c'est cette expérience-là que les jeunes font aussi. Ils s'aperçoivent qu'ils sont héritiers d'une grande histoire dont ils sont fiers, puis ils veulent découvrir, et ils veulent transmettre ça à leurs enfants. Donc, villégiature tradition, c'est essayer de séduire ce public, mais tous les publics, ben, puis il y a beaucoup de jeunes familles dans votre secteur, parce que nous, on est un peu jaloux de la Rive-Sud, parce que c'est là où les nouveaux lotissements se développent. Et Sainte-Foy, c'est hyper cher, il n'y a pas beaucoup de jeunes couples, en fait. Il y en a beaucoup qui viennent à la paroisse, mais ils n'habitent pas sur la paroisse, puis beaucoup viennent de la Rive-Sud, mais plutôt du côté de Lévis. Donc, vous avez un bassin fantastique aussi de gens que vous pouvez rejoindre par villégiature tradition. Donc, qui puissent venir ici. Alors, on a deux événements qui pointent à l'horizon. D'abord, ce serait de faire une Saint-Jean-Baptiste. Donc, un 24 juin, avoir le feu de la Saint-Jean, avoir des chants folkloriques, des chants traditionnels. Ensuite, le dimanche, la messe solennelle. L'après-midi, faire toutes sortes de visites pour découvrir le patrimoine. Et puis, voilà. Puis le 15 août, on aurait il y aurait évidemment la traditionnelle procession qui fait votre fierté là, du 15 août. Et on ajouterait un Notre-Dame de Lourdes. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Lourdes en Europe, mais Lourdes, c'est vraiment la capitale de la compassion. C'est un lieu où on amène les malades, les gens qui souffrent, pour qu'ils soient consolés pour la Sainte Vierge. Il y a des miracles aussi qui se produisent. Et l'idée, ça serait d'amener les malades ou les personnes très âgées auprès de notre mère Marie pour un temps de dévotion, plus la procession. On espère avoir des gens qui vont venir en bateau. Vous savez que les gens, ils venaient en pèlerinage en bateau. Ici, je vous l'apprends pas. Il paraît que quand ça marchait pas à Sainte-Anne, on venait à Notre-Dame de Lourdes, à Saint-Michel-de-Bellechasse pour avoir les grâces qu'on cherchait. Alors, moi, j'ai plusieurs amis qui ont des petits voiliers, peut-être qu'ils pourraient venir pour la procession du 15 août, etc. Donc, tout ça, c'est de mettre en commun, au fond, parce que Saint-Michel-de-Bellechasse, moi, ce que je vois de vous, c'est qu'il y a une architecture unique, avec un ensemble, l'église presbytère cimetière, un chapelet de maisons anciennes, une marina, sur le plan religieux, Notre-Dame de Lourdes, qui témoigne de la faveur passée. Et puis sur le plan artistique, de nombreux musiciens qui, justement, ont fait villégiature à Québec, je crois que c'est ça, du côté de Bélanger, les Tourneaux, etc. Une église avec un orgue magnifique, un bâtiment splendide, des figures comme Benoît Lacroix, comme Dina Bélanger. J'ai parlé à Louis-Martin Lantier, qui serait d'accord, c'est le directeur du centre Dina Bélanger. Sa mission, c'est de faire connaître la bienheureuse, sa spiritualité, puis aussi son talent artistique. Donc, il pourrait y avoir peut-être une visite sur le piano qu'elle a joué, puis peut-être des sketchs pour montrer sa vie, etc. Il va y avoir aussi des jeux gonflables pour les enfants par les pompiers de la ville. Donc, ça va être, tout ça, c'est d'essayer de créer un attrait pour les jeunes familles qui viennent passer la journée. Ils apportent leur pique-nique. De Québec, c'est 35 minutes. On vient avec les enfants, on fait une visite, on va à la messe, on va pique-niquer au bord du fleuve, etc. Puis on rentre chez nous le soir, puis on est très content. On a appris plein de choses, puis on a passé un beau moment dans le grand air, puis la beauté du site. Voilà, puis on peut s'appuyer sur une vie associative très dynamique qui est ici, notamment avec le ROC, le rassemblement des œuvres communautaires, c'est ça? Ouais. Et il y a déjà des gens qui ont compris qu'ici, il y avait un héritage extraordinaire puis qui s'en occupent. Mais peut-être qu'ils ont envie de faire le pont avec les jeunes générations. C'est ça un peu le deal qu'on veut faire, au fond, c'est de dire, votre richesse, essayons de la rendre séduisante pour les nouvelles générations. Ceux qui veulent venir pour l'aspect culte et culture réunis, ou ceux qui veulent venir simplement pour la richesse de notre histoire,
eh ben, chacun vient chercher ce qu'il veut, puis tout le monde se rencontre. Puis comme tu dis, ben, on est dans un monde aujourd'hui où il faut dialoguer avec le monde de l'incroyance. Et puis notre patrimoine commun, c'est un terrain fantastique. La directrice de plutôt la propriétaire de Sous-Clocher, là, je crois, la maison où on a fait une réunion, qui est aussi une élue locale, a dit, ben moi, j'ai pas la foi. Elle a dit, je reconnais que l'Église a un rôle important dans notre histoire. Ben voilà. C'est sur ce terrain-là qu'on va se rencontrer, qu'on va échanger, on va avoir bien du fun, puis on va apprendre plein de choses, et puis on va peut-être vivre une guérison de la mémoire. Voilà un petit peu le topo. Alors nous espérons que vous avez apprécié cette émission et qu'elle puisse alimenter une réflexion personnelle chez vous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un like, à activer les notifications pour ne pas manquer nos contenus. À la prochaine.